Un podcast Studio Dilettante. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. La République, c'est moi. Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses. Rangez vos discours de rageux. Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique calmement et sans prise de tête la politique. On fait ça tous les lundis sur Apple Podcast, Spotify, YouTube et même sur Twitch le lundi soir en direct à 21h. Et comme chaque semaine, évidemment, je suis en compagnie de mon camarade Nemo. Salut Nemo. Salut Adrien. Comment vas-tu ? Oh bah bien, fort bien. Et toi ? Fort bien. Eh ben écoute, très bien. Encore un sujet fun cette semaine. Non mais ça c'est la ligne directrice de cette saison 2. Voilà, l'autoroute du fun, c'est Restons Polis. Eh bien, alors petit extrait sonore pour introduire le sujet justement. Et avec tous les travailleurs de première ligne qui jour et nuit, semaine après semaine, ont pris des risques pour nous tous. Leur empathie, leur courage et leur sens du devoir nous inspirent. Et je voudrais commencer ce discours en leur rendant hommage. Alors Nemo, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? Qui est-ce qu'on vient d'entendre plus exactement ? Eh bien, Audrien, on vient d'entendre Ursula Gertrude von der Leyen, dit Ursula von der Leyen, qui tenait le discours sur l'état de l'Union, car oui, ça se fait également en Europe, et elle le faisait parce qu'elle est la présidente de la Commission européenne. Et oui, c'est donc le sujet du jour, donc Ursula von der Leyen, comme tu l'as dit, donc une personne qui est allemande, qui est médecin de profession, qui a été ministre de la famille plutôt progressiste, même si c'est pas franchement une grande gauchiste non plus. On peut préciser quand même ce genre de... C'est le contexte en fait qu'elle a pu le faire. Alors là, je voulais pas aborder, mais si tu veux, vas-y. Alors, en fait, Ursula von der Leyen est nommée dans la première coalition d'Angela Merkel lorsque Angela Merkel arrive au pouvoir. Alors, pour donner un élément de contexte très rapide, lorsque Angela Merkel arrive au pouvoir, elle n'a pas la majorité au Bundestag, c'est-à-dire au Parlement allemand, et donc elle doit faire une coalition. Et elle qui vient du parti conservateur allemand, donc la CDU-CSU, doit faire alliance avec le SPD, qui est l'équivalent du Parti socialiste en Allemagne, et eh bien, en fait, Ursula von der Leyen est élue ministre de la Famille, donc dans un gouvernement qui ne compte pas que des membres de la CDU-CSU, du Parti conservateur, et donc elle peut se permettre du coup de mener une politique familiale dont pourra retenir effectivement un côté progressiste qui est en décalage avec le programme de son propre parti, mais qui est susceptible de plaire, ou en tout cas de rencontrer l'adhésion dans le cadre de cette coalition. Voilà, avec des réformes notamment sur l'indemnisation des pères, notamment, j'ai retenu ce genre de choses. Elle a été crèches. Ensuite... Les crèches, exactement, c'est vrai, sur la natalité, elle a fait beaucoup de choses pour que les Allemands et les Allemandes puissent fonder des familles. Elle a été aussi ministre du Travail, et elle s'est aussi distinguée en tant que ministre de la Défense. On l'a jugée un peu trop dépensière, si j'ai bien... Elle a été confrontée à deux problèmes. Quand elle a été ministre du Travail, elle a dû faire face à un échec judiciaire, c'est-à-dire qu'une réforme de l'assurance chômage, les lois Hartz IV, si je ne me plante pas, ont subi un échec judiciaire. C'est-à-dire qu'en fait, l'État a dû payer des choses qu'il n'avait pas payées. Et après, en tant que ministre de l'Armée, elle deviendra très impopulaire, effectivement, là aussi pour des questions de budget, mais également parce que c'est un domaine dans lequel elle a dû prendre des positions qui ne sont pas forcément faciles. Pour rappel, au moment où elle est ministre de l'Armée, c'est notamment, il y a encore une guerre en Afghanistan, et il y a un conflit en Ukraine qui implique la Russie, et sur laquelle l'Allemagne a quand même une position, la position de l'Allemagne est attendue.
Et ajoutons à cela, dans son passage au ministère de la Défense, enfin l'équivalent du ministre de la Défense en Allemagne, il y avait aussi des problèmes de nazisme au sein du rang de l'armée. Donc, oui, sur lequel elle a jamais transigé. Enfin, je veux dire, elle a toujours transigé. Par contre, elle a bien entendu, enfin, elle a réagi. Oui, assez fermement contre ce genre de comportement. Elle a été pressentie à un moment pour succéder à Angela Merkel, mais finalement, Emmanuel Macron, notre président, l'a suggéré à Angela Merkel pour présider donc la Commission européenne. Je vous renvoie donc à notre émission sur l'Europe pour voir un peu tous les détails. Et donc, elle succède à Jean-Claude Juncker, le luxembourgeois, à ce poste, avec des verts plutôt mitigés sur son élection, et pourtant avec des choses assez écolo quand elle arrive. Ouais, après, au-delà, si je peux faire une petite parenthèse sur d'où elle vient, en fait, parce que voilà, ça, on voit, elle a une carrière politique qui est quand même assez remplie. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu, alors sans préjugement, en fait, elle vient d'une bonne famille, c'est-à-dire qu'elle vient d'un environnement où, par exemple, son père occupait un poste important à la CDU, son parti politique en Allemagne. Il y a eu certaines polémiques sur ses études, notamment il y a eu des accusations de plagiat. Ça n'a jamais été vraiment très clair cette histoire, mais elle a d'abord fait une carrière professionnelle dans le monde de la santé. Ça peut compter dans le cadre actuel, mais voilà, c'est quelqu'un qui, sans forcément être destiné à ça, avait quand même un environnement familial et éducatif qui l'a préparé, en tout cas, à accéder à ce poste. Oui, là où tu voulais en venir, Nemo, pour un peu aussi un peu synthétiser ta pensée, c'est que c'est quelqu'un qui a donc gravi les échelons un à un, sans non plus être comment dire, la self-made woman. Voilà, elle a fait tout ce qu'il fallait. Justement, tu dis qu'elle a été soutenue par Macron, ce qui est très vrai pour ce poste, mais on retrouve un petit peu aussi ce côté qui est similaire à Macron dans sa carrière, dans son parcours, de personnes qui franchissent les bons échelons au bon moment et qui arrivent à un poste. Ça ne veut pas dire que ces personnes-là n'ont pas travaillé, je crois qu'on l'avait déjà dit dans l'émission sur Macron, mais ça veut dire quand même qu'il y a un parcours qui amène à ça et qui est quand même beaucoup plus facilité que si ces personnes étaient nées enfants de salariés ou d'ouvriers, par exemple. Voilà, c'est toujours difficile de s'attaquer aux racines des personnes, mais c'est quand même des choses qu'il est important de repréciser sans dénier, bien entendu, les qualités et le travail de ces personnes. Eh ben, son travail, parlons-en, en tout cas son travail à la Commission européenne. Donc quand elle est arrivée, comme je disais tout à l'heure, les Verts, qui sont de plus en plus nombreux, mine de rien, à la Commission européenne, étaient plutôt mitigés sur le Parlement, effectivement. Donc dès qu'elle arrive, elle propose un Green Deal. Alors, elle n'a pas trop eu le choix, en fait. Ouais, c'est vrai. Mais il y a plein de choses aussi qu'elle propose qui sont très intéressantes. Mais vas-y, je te laisse terminer. Ouais, mais pour expliquer sur ses débuts à la Commission européenne, puisqu'elle finira par être élue présidente de la Commission européenne, il faut savoir que son élection se fait d'extrême justesse. Avant l'arrivée de von der Leyen, en fait, l'élection à la présidence de la Commission se faisait selon un système, j'espère que je prononce bien, du Spitzenkandidat, c'est-à-dire qu'en gros, le parti qui arrivait en tête aux élections européennes avait l'accès au poste de président de la Commission européenne. Ça ne s'est pas fait la dernière fois, c'est la première fois, et Ursula von der Leyen a été une sorte de recours, ce qui fait qu'elle est arrivée très tard dans le processus de nomination, que ses discours d'investiture ses discours de candidate ont été très complexes puisqu'elle pouvait apporter que des réponses générales alors que les députés l'attendaient vraiment au tournant. Et lorsqu'on regarde son élection, elle est élue avec seulement 51% des voix, alors que sa réserve, on va dire naturelle en termes de délégués, ça aurait pu être, de parlementaires, c'était à peu près 60%. Et elle est élue dans la confusion parce que pour vous dire, elle doit son salut notamment qu'au soutien des députés de la droite polonaise et du mouvement 5 étoiles italien, qui est un mouvement un peu fourre-tout également. Donc, sa candidature a vraiment fracturé les délégations, notamment du centre-gauche, avec un rejet fort des Français, des Belges et même des Allemands. Il faut savoir qu'au niveau des votes, au niveau des chefs d'État, Angela Merkel s'est abstenue sur son nom. Oui, tout à fait. Pour des questions de un peu de politique interne aussi, il faut aussi le noter. Oui, c'est pareil pour le centre-gauche français. Ils ont principalement rejeté la candidature de von der Leyen parce que ça venait de Macron. Rappelons que le centre-gauche, c'est le Parti socialiste en France, quoi.
Mais donc, d'où tout un tas de propositions, on va y venir, lors de son arrivée, avec, donc je l'ai cité, une sorte de Green Deal, on va y revenir après pour son discours de l'état de l'Union, proposition de commission paritaire, des réflexions autour du droit d'asile, d'un droit d'asile européen, d'un système d'assurance chômage pour aider les pays en crise, d'un salaire minimum, ce qui est quand même très très fort pour l'Europe, et d'une taxation des multinationales présentes dans l'Union européenne. Donc, j'ai envie de dire, a priori, ce serait quelqu'un de gauche, non, Nemo ? Alors, le problème avec von der Leyen, c'est qu'elle est à l'image de l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des intentions, mais après, il faut regarder dans le détail ce que ça donne. C'est-à-dire que, par exemple, tu as parlé de l'immigration. Par exemple, on sait que l'Allemagne, Angela Merkel, a mené une politique d'accueil qui était assez unique dans l'Union européenne, là où la plupart des pays étaient frileux, on va dire, pour accueillir, voire même franchement réfractaires à accueillir des réfugiés. L'Allemagne s'est caractérisée par son désir de le faire. Et là, récemment, von der Leyen a dévoilé un plan de l'immigration, donc une réforme de l'immigration. Et alors, il y a des affichages, etc., mais quand tu regardes dans les détails, en réalité, comme il y a beaucoup de pays, et je l'accuse pas elle personnellement, mais ça reste des propositions de compromis où ça avance petit à petit et vraiment, c'est très compliqué de comprendre là où on veut en aller. Von der Leyen, elle est un peu à l'image en tout cas, sans son programme, pareil, elle veut faire un Green New Deal. Ok, mais ça nous mène où ? Personne ne sait vraiment te dire exactement ce qu'il y a dans le Green New Deal de l'Union européenne. Et c'est souvent comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des négociations au niveau des États qui se passent, et des parlementaires aussi, et c'est un grand machin, pour reprendre un peu des accents gaullistes, mais voilà. Et von der Leyen n'arrive pas, je trouve, en tout cas en termes de communication, à se démarquer. Et je pense que si tu interroges des Français et des Françaises, il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas. Alors moi je te trouve très dur avec cette dame, je te trouve très très dur, et en fait parce que je suis plus dur avec son poste qu'avec véritablement sa façon. Voilà, et je vais expliquer justement pourquoi je te trouve dur, et effectivement c'est son poste aussi qui veut ça. C'est que on l'a vu dans l'émission sur le un peu soumise à des chefs d'État qui font un peu que ce qu'ils veulent, et notamment la crise du coronavirus l'a montré. Et en fait c'est un peu tout le parallèle qu'on peut faire avec, pour revenir sur le discours de l'état de l'Union, le parallèle qu'on peut faire avec les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, chaque État peut faire ce qu'il veut avec un cadre qui est plus ou moins restrictif. Et est-ce que justement elle ne souffre pas de les particularités de chaque État là-dessus ? Disons qu'elle souffre des mêmes particularités qu'avaient ses prédécesseurs, et que von der Leyen a un gros problème, comme on l'a dit, c'est le fait qu'elle accède au pouvoir de façon d'extrême justesse. Donc sa légitimité était déjà faible, on va dire. Elle est légitime à son poste, mais je veux dire, elle a une influence qui du coup devient faible. Mais en plus, elle a commis véritablement pas mal de bourdes, en tout cas dans ses débuts. Déjà le fait qu'elle ne s'exprimait pendant très longtemps que dans les médias allemands, ce qui a renforcé un côté, l'Europe c'est l'Allemagne si tu veux. Elle est très critiquée, notamment par les journalistes français, qui l'aiment vraiment pas beaucoup. J'ai regardé la couverture de von der Leyen par la presse française. J'aimerais pas être à sa place parce que vraiment il la loupe pas. Et après, elle a été absente aussi pendant la crise sanitaire. Elle a mis beaucoup de temps à prendre en compte cette crise sanitaire. Et le souci de von der Leyen, c'est en fait, elle est effectivement, c'est une femme qui connaît les rouages, qui connaît un peu la façon de faire avancer les choses. Le problème, c'est qu'elle est face, et comme tous les femmes et les hommes politiques, elle est face à un moment où l'Union est en crise, et où en plus de ça, tu rajoutes le contexte sanitaire actuel. C'est très difficile pour elle de surnager à tout ça, donc elle fait vraiment ce qu'elle peut. Le discours de l'état de l'Union, c'est un moment pour elle. Le problème, c'est que, et là pour le coup, c'est pas de sa faute, mais qui a retransmis le discours de l'état de l'Union ? Je veux dire, on a fait des recherches avant cette émission pour essayer de le trouver sur YouTube, il y est pas. Tu veux trouver le discours de l'état de l'Union, il n'y est pas. Donc comment veux-tu qu'elle se fasse entendre si on n'entend même pas ses propositions ? Oui, alors après, bon, c'est un discours, il faut aussi recontextualiser. Le discours sur l'état de l'Union, c'est un discours qui est fait chaque année, qui fait le bilan de l'année passée, qui prépare le programme de travail communautaire de l'année suivante. Il a duré 1h20, donc à retranscrire, c'est quand même, enfin à retransmettre plutôt, c'est plutôt compliqué. Et puis, comme je dis, c'est que
elle n'est que la synthèse de quelque chose qui est difficilement, entre guillemets, vendable, puisqu'elle n'est que la somme des individus, enfin des États. Tout comme l'est l'OMS théoriquement, et qui était l'organisme normalement en charge de gérer la crise sanitaire qu'on a traversée. Ouais. Après, le souci aussi de von der Leyen, elle est, comme tu l'as dit, elle hérite d'une situation, mais voilà, elle n'a pas encore trouvé la voie pour devenir une voix, justement. Et c'est quelque chose de très complexe parce que je pense que ça ne résonne pas non plus dans la culture politique dans laquelle elle a été, la culture de l'action politique dans laquelle elle a été élevée. Je reviens sur quand elle était ministre de la Famille, où elle a pu mener une politique plus progressiste que ce que le programme de son parti prévoyait, mais parce qu'elle était dans une coalition, parce qu'elle était dans un moment donné dans un pays où c'était possible de faire comme ça. Là, elle se retrouve dans l'Union européenne où il y a plein d'intérêts différents qui convergent. Et il lui manque cette dose actuellement de charisme pour mettre en avant également son propre travail. Parce que, je crois qu'on l'avait dit lors de l'émission sur l'Union européenne, mais on connaît très mal l'action de l'Union européenne. Et pour le coup, c'est pas uniquement de sa faute, quoi. Mais effectivement, comme tu le dis, elle est très offensive. Quand on regarde un peu, je vous linkerai un papier qui va en profondeur sur son discours de l'état de l'Union, avec une offensive vis-à-vis de la gestion des données, notamment vis-à-vis des industriels, des technologies, de l'intelligence artificielle, une relance culturelle européenne, avec ce qu'elle appelle un nouveau Bauhaus européen. Et donc, elle a quelque chose d'assez assez osé, quand même, moins 55% des émissions de CO2 pour 2030. Et elle dit en même temps qu'elle a conscience que ce qu'elle propose, c'est trop pour certains et pas assez pour d'autres. Donc c'est vraiment, elle est entre le marteau et l'enclume à longueur de temps. Après, c'est deux visions. C'est soit elle essaye d'être dans le compromis, ce qui est le résultat de la carrière qu'elle a menée, soit elle essaye d'enfoncer, de faire la politique d'enfoncement de la porte. Je pense que von der Leyen restera dans cette zone de compromis parce que c'est une méthode qu'elle a expérimentée et qui a fonctionné pour une large partie de sa carrière et qui a produit des résultats en Allemagne. La question est-ce que l'Europe arrivera encore à fonctionner comme ça dans la période où l'on est? Question ouverte. Écoute, j'allais te poser une autre question ouverte. Est-ce que l'Europe n'est pas trop grande pour les enjeux qu'elle doit traverser? Elle n'est pas trop grande pour von der Leyen, en tout cas, c'est tout ce qu'on lui espère. Et ben voilà, très belle conclusion, Nemo. Merci beaucoup. On te retrouve dans Canapé Game Les Pyrénées à gauche toute, sur lequel je fais une petite entrée. Est-ce que j'oublie quelque chose? Swing State, quand l'actualité politique américaine se sera calmée. Elle ne se calmera pas, Nemo, tu le sais très bien. Il va falloir que je me décide à faire des sujets, c'est compliqué. Si c'est l'inverse, tu vois, quand t'as trop de trucs, c'est pas bien, quand t'en as pas assez, c'est pas bien, c'est pas facile le podcast. C'est pas facile. Merci beaucoup, merci à Suzy Q pour le générique, merci à PodCloud pour le flux RSS, à YouPod qui nous permet de le mettre sur YouTube. Merci à vous de nous avoir écoutés tous les lundis sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube. En attendant, prenez soin de vous. Sachez qu'on vous voit cliquer sur les fichiers. On vous voit, je suis fou. Non, mais vraiment, voilà, on vous remercie vraiment beaucoup pour votre écoute. Voilà, j'ai oublié la citation de Montaigne, je vais la retrouver juste après. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, et puis on se retrouve lundi prochain pour un nouveau Restons Polis. Salut! À lundi prochain! Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/studio-dilettante.